Le 17 juillet 2000, Richard Alessandri, un riche patron de supermarché, est abattu dans son sommeil. J'étais contre lui, je sentais ce sang qui coulait et c'était monstrueux. Tout laisse penser que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Le patrimoine qui était le leur avoisinait les 3 millions d'euros. Mais les gendarmes s'étonnent de ne retrouver aucune trace d'effraction. À partir de là, ils ont la conviction que ce drame est un huis clos familial. Est-il possible qu'Edwige Alessandri ait tué son mari? Je me sens tout à fait capable de faire ça. C'est un monstre, c'est un monstre. Placé en garde à vue, le fils aîné Johan accuse sa mère. Je leur dis que j'ai vu ma maman qui prend un fusil sur le lit. Malgré l'absence de preuves, Edwige Alessandri est condamnée pour le meurtre de son mari. Je me dis mais c'est pas possible, j'en sortirai jamais. Mais aujourd'hui, Edwige Alessandri se bat avec ses fils pour faire reconnaître son innocence. Jamais les bonnes personnes ont été accusées, donc ouais, on se bat tous les trois et puis c'est pour ça. Je gagnerai ce combat, je mourrai innocente, même si au dernier souffle, je serai innocente. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes à Pernes-les-Fontaines, commune du Vaucluse située à 25 km d'Avignon. C'est ici que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, Richard Alessandri a été froidement abattu dans son lit alors que son épouse dormait à ses côtés. Le meurtre de ce chef d'entreprise de 42 ans a donné lieu à une enquête aux multiples rebondissements. Sa femme, Edwige Alessandri, a été reconnue coupable du crime. Elle n'a cependant jamais cessé de clamer son innocence. Engagée depuis des années dans un combat sans relâche pour tenter d'identifier le tueur de son mari, Edwige Alessandri, soutenue par ses deux fils, espère aujourd'hui obtenir la révision de son procès. Retour sur une affaire exceptionnelle où la violence du crime n'a d'égal que la détermination d'une femme qui se dit accusée à tort. « 17 juillet 2000, il est minuit passé de 17 minutes lorsque retentit le téléphone du centre d'appel des pompiers de Carpentras. Ça sonne dans les chambres et on descend et on nous dit que c'était pour un blessé à domicile. Thierry Mercier, infirmier pompier de garde, fait partie de l'équipe d'intervention. On doit se rendre sur Pernes-les-Fontaines et au cours du trajet, le standardiste nous fait savoir qu'il y a certainement eu des coups de feu dans cette maison où on doit se rendre. Un blessé, des coups de feu. Les pompiers n'ont pas d'autres informations. Il y a urgence à rejoindre les lieux. Minuit 26, ils arrivent à la Gasquie, un mât provençal situé au bout d'un chemin, en retrait de la route nationale qui mène au village de Pernes-les-Fontaines. On arrive dans une cour extérieure et il y a un jeune homme qui se trouve à l'étage et nous appelle en nous disant que c'était ici. Ce jeune homme qui descend pour accueillir les pompiers, c'est Johan, 17 ans. Ce garçon était très calme, paisible, tranquille. Et il nous a fait rentrer en nous signalant que ça se passait à l'étage. À l'étage, les pompiers découvrent la mère de Johan, Edwige Alessandri. Elle est prostrée dans sa salle de bain, nue, le corps taché de sang, à peine dissimulé sous une serviette. Elle est dans un état de sidération, elle est couverte de sueur, elle a des gouttelettes de sang au niveau de son épaule et crie, elle pleure en disant « Ils ont tué Richard ». Ils ont tué Richard. Edwige Alessandri ne cesse de répéter cette phrase. On a tiré sur Richard, son mari. Sidérée, incohérente, Edwige Alessandri est incapable d'en dire plus. J'étais en état de choc. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont vu nue, ils m'ont vu avec du sang, ils m'ont demandé d'aller prendre une douche, donc je me suis mis sous la douche vite fait bien fait. Au même moment, les pompiers pénètrent dans la chambre conjugale. Dans la chambre à coucher, il y avait cette odeur de poudre qui était mélangée à l'odeur âcre du sang. Richard Alessandri, 42 ans, gît inanimé sur son lit, au milieu d'une mare de sang. Immédiatement, le médecin et l'infirmier pompier tentent de lui porter secours. Moi, je soulève le drap, le médecin pose son stéthoscope
au niveau du cœur. Il a vu qu'il n'y avait plus aucune fréquence cardiaque. Et là, il dit, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, il est décédé. Les pompiers déclarent le décès de Richard Alessandri. Edwige Alessandri sort de sa douche. Recouvrant peu à peu ses esprits, elle s'inquiète de l'absence de son fils cadet, Brice, 12 ans. Je ne vois pas Brice, je me dis, mon Dieu, où est Brice? Où il est? Et j'ai dit à Johan, mais va chercher ton frère. Où est ton frère? Où est ton frère? Étant donné qu'il ne se manifeste pas, moi je m'étais dit qu'il était dans sa chambre. Il était sous sa couette ou quelque chose comme ça. Brice n'est pas dans son lit. L'angoisse monte, mais rapidement, le petit garçon est découvert dans le salon. Et là, je vois énormément de monde, donc à moitié dans le cirage de se réveiller, je comprends pas forcément. Brice ne sait rien du drame qui vient de se passer. Il se dirige vers la chambre de ses parents. Et je crois que c'est là qu'on m'a dit que ce qui s'était passé et que j'ai commencé à réaliser. Brice veut entrer dans la chambre de ses parents, mais les pompiers refusent. Ils veulent le protéger de la vision terrible de son père décédé. Edwige Alessandri tente de réconforter son fils. C'était le mutisme complet pour Brice. Elle essayait de le caresser, essayer de le faire parler, elle disait des mots comme une maman parle à son enfant qui a pleuré et qui vient d'apprendre le décès de son papa. Les pompiers tentent d'apaiser Edwige Alessandri et ses deux fils. Ils savent que le drame qui vient de se produire va bouleverser à jamais la vie de cette famille. La victime étant décédée, ils attendent maintenant l'arrivée des gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras. Edwige Alessandri, entourée de ses enfants, commence alors à raconter ce qu'il s'est passé. Edwige Alessandri se souvient d'un début de soirée calme et agréable. On est monté se coucher, on a regardé la télévision et puis on s'est aimé. Et après, tout a basculé. Tout a basculé quand vers minuit, Edwige Alessandri est réveillée en sursaut. Je vois Richard se lever, une ombre près du lit, les deux trous du fusil, ça oui, ça je me souviens très bien de ça. En une fraction de seconde, la mère de famille réalise avec horreur qu'un homme entrait dans leur chambre, les menace avec un fusil de chasse. Quand le coup de feu est parti, moi j'ai l'impression que je saute dans le lit, que je me mets en boule. Je me revois vraiment dans la position de me dire, je vais me faire tirer dessus, ça va me faire mal. Terrorisée, Edwige Alessandri se recroqueville près du corps de son mari. C'est alors qu'elle comprend qu'il y a dans sa chambre plusieurs agresseurs. J'ai entendu ce « merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous ». Et puis, c'est le silence. J'étais contre lui, je sentais ce sang qui coulait, cette chaleur. Puis après de le voir là, allongé, inerte, du sang sur le visage, c'était monstrueux. Hein. Le toucher pour le secouer pour lui dire « réveille-toi, réveille-toi », non, j'en étais incapable, quoi, incapable. Edwige Alessandri est en état de choc. Quand j'ai repris, entre parenthèses, connaissance, là je me suis dit il faut t'activer, je veux dire, il faut sauver Richard. Malgré la peur, elle parvient à sortir du lit et saisit le combiné du téléphone pour appeler les pompiers. Je suis nue, je longe le mur comme si, en pensant que le fait de longer le mur, ils ne me verront pas ou ils ne m'entendront pas. Et je voulais me cacher dans la douche. Et là, j'ai vu Johan arriver qui m'a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « ils ont tué Richard ». Johan, le fils qu'Edwige a eu d'une première union, va alors rester à côté de sa maman pour appeler les secours. Terrible expérience pour ce garçon de 17 ans. Je la voyais tellement affolée, apeurée, que j'ai essayé de prendre en main un petit peu la situation. Elle avait du mal à expliquer en fait au secours où on habitait. Et donc je lui ai pris le téléphone assez rapidement pour expliquer au secours le mieux possible. À minuit 45, les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras et de la brigade territoriale de Pernes-les-Fontaines arrivent au Madagascar.
Avant d'exploiter la scène de crime et de rechercher les indices qui pourraient donner des informations essentielles sur le déroulement des faits, les enquêteurs demandent à Edwige et à ses 2 fils de raconter le déroulement du drame. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu? Qu'est-ce qui, selon eux, pourrait expliquer le meurtre de Richard Alessandri? Interrogée par les gendarmes, Edwige Alessandri ne cesse de repenser à la phrase qu'elle a entendue après le coup de feu. Pourquoi le tireur a-t-il dit « merde, le coup est parti » ? Ils n'étaient pas venus pour tuer Richard, ça c'est sûr et certain. Ils n'étaient pas venus pour nous tuer ni l'un ni l'autre, hein. Ça c'est sûr et certain. Quand il a dit merde, le coup est parti, c'est parce qu'ils avaient fait une merde. Pour Edwige Alessandri, cela ne fait aucun doute. Son mari a été victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Les enquêteurs s'étonnent alors que la maison n'ait pas été fouillée, que rien n'ait disparu. Qui sont ces cambrioleurs qui ne volent rien? Il y avait, au vu de tous, le sac de Madame Alessandri, on ne l'a pas appréhendé. Il y avait les clés de 3 véhicules qui sont des véhicules premium. Là, ils ne s'y intéressent pas et ils repartent sans avoir fouillé la maison, sans avoir rien emporté. Edwige Alessandri attire alors l'attention des gendarmes sur la fenêtre de la cuisine qui est ouverte. Selon elle, c'est par là que les cambrioleurs sont entrés dans la maison. La première chose que je vois, c'est la baie vitrée de la cuisine ouverte. Et je me suis dit, ils sont passés par là. Edwige Alessandri se souvient que son mari a refermé cette fenêtre après avoir ciré ses chaussures dans la soirée. Mais elle précise que le loquet est défectueux. Vous posiez vos mains un petit peu comme ça le long de la vitre, faire un mouvement de je sais pas, monter-descendre, et puis le loquet il tombait et s'ouvrait toute seule. C'était aussi simple que ça. À partir de là, on imagine que donc s'il y a eu une intrusion extérieure, ils sont passés par là. Une hypothèse d'autant plus plausible qu'un autre détail va immédiatement attirer l'attention d'Edwige et de ses fils. Les victimes présentes, c'est-à-dire Edwige, Johan et Brice, font remarquer aux enquêteurs que des pots de fleurs qui étaient sur la margelle de cette fenêtre ont été déplacés et mis au sol. Les pots de géranium sont retrouvés sur la terrasse extérieure. Les agresseurs de Richard Alessandri les auraient donc déplacés pour pouvoir passer par la fenêtre. Johan pointe alors du doigt ce qu'il pense être les traces de leur passage dans les escaliers qui mènent à l'étage. On leur a fait remarquer tout de suite les détails qui nous ont sauté aux yeux, parce que c'était pas de notre fait. Il y a des débris végétaux qu'on trouve dans l'escalier, qui vraisemblablement ont pu être des débris laissés par des gens qui sont montés et redescendus en courant. Des débris végétaux composés de terre, d'une feuille et d'une fleur de géranium. Les enquêteurs interrogent maintenant Johan, le beau-fils de Richard Alessandri. Il raconte être rentré le soir du meurtre vers 21 h, après un week-end au bord de la mer avec sa petite amie. Il dit s'être couché tôt et ajoute qu'il dormait profondément au moment du meurtre. Johan, il est dans sa chambre qui est à l'autre bout du couloir par rapport à la chambre des parents. Il dit qu'il entend une espèce de bruit. Il pense que c'est un volet qui claque avec le vent. Et à ce moment-là, il dit qu'il se réveille. Donc je sors de ma chambre, je passe l'embrasure de la porte et là je vois à ma gauche ma mère, effectivement, au bout du couloir dans la salle d'eau de la chambre parentale, il y avait manifestement un gros souci. Il voit sa mère ensanglantée, en train d'appeler les secours. Le jeune homme de 17 ans n'a pas croisé les agresseurs. Un bruit comme un volet qui claque, puis sa mère en larmes couverte de sang. C'est tout ce qu'il peut raconter. Les gendarmes entendent ensuite Brice, son petit frère, âgé de 12 ans. Brice explique qu'il était monté dormir dans sa chambre, qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il est redescendu dans le salon et qu'il s'est mis devant la télé. Et qu'en fait, il s'est endormi devant la télé. Le coup de feu n'a pas réveillé Brice. Dans mon souvenir, ce qui me réveille, c'est les gyrophares des pompiers bleus. Le jeune homme de 12 ans n'a donc rien vu, rien entendu. Donc finalement, c'est celui qui est le moins renseignant sur ce qui a pu se passer ce soir-là. Cela fait déjà 1 heure que le meurtre a eu lieu. Michel Baron, un ami du couple Alessandri, qui a été prévenu du drame, arrive à la Gasquie. Immédiatement, il cherche à réconforter Edwige. C'est une personne détruite, hein. C'est une personne qui vient de perdre l'amour de sa vie. Elle est en ruine complète, elle est...
Je vois ma mère assise sur une chaise avec un médecin. Alors je sais pas si elle avait déjà eu des calmants, parce que je crois que ça avait été le cas, mais vraiment quelqu'un d'éteint, dans un état de choc d'avoir vécu ça, d'avoir ça, et donc ouais, complètement déconnecté, quoi. Le fait que Richard soit décédé, tout s'est arrêté. Tout. Tout. Les circonstances du meurtre de Richard Alessandri sont particulièrement terribles. Le tueur l'a surpris dans son sommeil et le père de famille a tout juste eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Sa femme, qui a assisté au meurtre, a livré aux enquêteurs une information essentielle. Elle déclare avoir entendu une voix masculine dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Jean-Marc, qu'est-ce que cette phrase nous apprend? Ça nous apprend au moins deux choses. D'abord, que le tueur est un homme, ça c'est clair. Et ensuite, qu'ils sont probablement plusieurs, au moins 3. Ce vouvoiement n'est pas un vouvoiement de courtoisie, c'est un vouvoiement pluriel. Le tueur s'adresse au moins à 2 autres personnes. Il est impensable qu'il vouvoie un seul de ses complices. La troisième chose que l'on peut déduire de cette phrase, c'est que le coup de feu est parti accidentellement. Effectivement, cette hypothèse est crédible. Le tueur n'est pas nécessairement venu pour tuer. Il avait sans doute un autre scénario en tête. Son objectif pouvait être de neutraliser, de menacer Richard Alessandri. Dès ses premières déclarations, Edwige Alessandri évoque l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais alors pourquoi rien n'a été volé ? S'il s'agit d'un cambriolage, il ne s'agit pas d'un cambriolage classique. Sinon, les cambrioleurs se seraient emparés de tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée. S'ils se sont rendus directement à l'étage, dans la chambre du couple, c'est qu'ils avaient un objectif bien précis. L'enquête va devoir déterminer lequel. Edwige Alessandri est la seule à raconter les faits. Ses 2 fils n'ont rien vu. Johan, l'aîné, a été réveillé par le coup de feu, mais quand il s'est levé, les agresseurs avaient déjà quitté les lieux. Et le plus jeune, Brice, ne s'est réveillé qu'à l'arrivée des secours. Le seul témoin est donc Edwige Alessandri. Oui, et en plus, son témoignage est à prendre avec précaution. On lui pose plein de questions et elle est en état de choc. Elle n'est pas en mesure de fournir un signalement du ou des agresseurs. Elle ne se souvient que du canon du fusil. La scène qu'elle a vécue est absolument terrifiante. Assister au meurtre en direct de son mari alors qu'on est couché à côté de lui, c'est absolument épouvantable. Les techniciens en identification criminelle n'arrivent sur les lieux qu'à 1h55 après avoir terminé une précédente intervention. Ils commencent par effectuer des tamponnoirs sur les mains d'Edwige Alessandri et sur celles de ses 2 fils. Les analyses permettront de savoir s'ils ont été en contact ou non avec une arme à feu. Commence ensuite le travail méticuleux des premières constatations. La Gasquie, donc la maison des Alessandri, est perdue au milieu des champs agricoles. Ce qui veut dire que pour y aller, il faut emprunter un petit chemin qui ne mène que à cette maison. La bâtisse est ancienne. Au rez-de-chaussée, il y a les pièces à vivre. À l'étage, les chambres. En arrivant, les techniciens en identification criminelle décident immédiatement de limiter leurs constatations au plan de travail de la cuisine, à la salle de bain, à la chambre de la victime et aux extérieurs. Les autres parties de l'habitation ayant été polluées par les allées et venues de la famille, des services de secours et des premiers enquêteurs ne seront pas examinés. Tout le rez-de-chaussée, donc le salon, la cuisine et le salon, c'est une zone qui est essentielle parce que c'est la zone par laquelle les personnes qui se sont introduites dans cette maison sont nécessairement passées. Et on écrit, cette zone a été polluée, elle ne pourra pas être exploitée. Ça, c'est une erreur de technique judiciaire considérable. Les techniciens en identification criminelle commencent leurs investigations autour du plan de travail de la cuisine. Ils constatent la présence de petits débris végétaux. Des traces de semelles sont également visibles. Les gendarmes pensent qu'elles proviennent des chaussures cirées de la victime. La fenêtre ouverte au-dessus du plan de travail ne présente aucune trace d'effraction. Aucune trace de pas ou d'appui ne peut être révélée autour de cette ouverture. Il n'y a rigoureusement aucune trace sur la paillasse qui est juste après la fenêtre. Les techniciens en identification criminelle poursuivent ensuite leurs investigations à l'étage. En montant les escaliers, ils photographient sur une marche les débris végétaux. Après avoir constaté que les 2 chambres des garçons ne présentaient aucune trace de lutte ou de fouille, les enquêteurs se dirigent vers la salle de bain de la victime. Sur les murs, des traces de sang sont prélevées. Ces traces ont vraisemblablement été laissées par Edwige Alessandri quand elle s'est réfugiée dans cette pièce pour appeler les secours. Je sais que j'en avais dans le dos, j'en avais
sur le flanc, à un moment donné, toute cette partie-là, quoi, vraiment la partie où j'étais collée à Richard. Sur le carrelage, les techniciens photographient une poignée de porte qui est tombée. Puis ils entrent dans la chambre de la victime, pièce communiquant avec la salle de bain. On trouve le corps sans vie de Richard Alessandri, qui est recroquevillé dans son lit, un peu en chien de fusil sur le côté, couvert de sang. Il est surtout ensanglanté du côté gauche de la tête, du cou. On est tout de suite dans quelque chose très évocateur d'un tir par arme à feu. Sur les coussins formant la tête de lit, des traces de projection de sang permettent de déterminer la position de la victime au moment du tir. Il semblerait qu'il était en appui un petit peu sur le bras, l'épaule un peu relevée en direction du tireur, comme quelqu'un qui est surpris et qui se relève pour voir ce qui se passe. Près du corps, les enquêteurs découvrent une chaussette blanche. On va retrouver dans le lit le doudou d'Edwige Alessandri, qui est une chaussette blanche immaculée. Sur la couette qui recouvre en partie le corps de la victime, les techniciens en identification criminelle prélèvent des résidus de tir, sans aucun doute, de la bourre à cartouches. Avant de quitter la chambre, ils mettent sous scellé un dernier objet. On trouve au pied du lit ou à côté un préservatif dont on saura qu'il a été utilisé et qu'il renferme le patrimoine génétique de Edwige et de Richard Alessandri. Le jour s'est levé sur la Gasquie et les gendarmes rejoignent maintenant le jardin pour terminer leur constatation. En passant dans le salon, ils font une découverte très importante. On se rend compte que la baie vitrée qui donne sur le jardin est une porte vitrée qui est fermée mais non verrouillée. Les techniciens en identification criminelle concentrent alors leurs recherches sur le grand jardin qui n'est pas clôturé. La Gasquie, c'est une très jolie propriété, il y a un jardin et en quelque sorte le jardin est séparé en deux par une haie. D'un côté il y a la piscine, de l'autre côté il y a le jardin. Et au pied de cette haie, on va trouver 2 mégots de cigarettes. Personne ne fume dans la famille Alessandri. La découverte de ces 2 mégots est donc essentielle. Ils sont immédiatement mis sous scellé. Ces mégots ne sont pas vieux, parce que tous les soirs, la pelouse était arrosée, donc s'ils étaient là depuis plusieurs jours, on aurait les stigmates de cette ancienneté. Sur les mégots, c'est pas le cas. L'arrosage automatique se déclenche vers 21h chaque soir, pour une petite demi-heure. Ces 2 mégots récents et secs ont donc été écrasés près de la haie, peu de temps avant le meurtre. Juste à côté, les techniciens en identification criminelle découvrent une empreinte de pas. Un moulage de cette trace est immédiatement effectué. À l'issue des constatations, la maison est placée sous scellé. C'est assez étonnant d'apprendre qu'avant même de débuter leurs investigations, les techniciens en identification criminelle renoncent à travailler dans toute la maison. Est-ce que c'est normal, Jean-Marc? Ah non, c'est pas normal du tout. Je trouve même ça aberrant. C'est vrai que le rez-de-chaussée de cette maison a été pollué par de nombreux intervenants. Les secours d'abord, et puis les amis de Edwige Alessandri qui sont venus la soutenir moralement. Mais à défaut de connaître le mode opératoire, il aurait fallu considérer l'ensemble de la propriété comme une scène de crime et la passer au peigne fin. Faute de quoi, on se demandera toujours s'il n'y avait pas une trace, un indice qui aurait pu modifier le cours de cette enquête. La scène de crime, stricto sensu, à savoir la chambre où a été commis le meurtre, a, elle, été examinée par les techniciens en identification criminelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premières constatations? Ce qu'on peut en déduire, c'est que tout est raccord avec les déclarations spontanées d'Edwige Alessandri. Premièrement, la chaussette qui lui sert de doudou a été retrouvée à l'intérieur du lit, ce qui tend à prouver qu'elle dormait bien aux côtés de son mari. Deuxièmement, la bourre à cartouches retrouvée sur le lit établit que l'arme utilisée est bien un fusil de chasse. Or, Edwige Alessandri parle d'un fusil à double canon. Et troisièmement, il y a des traces de sang dans la salle de bain où elle dit s'être rendue pour appeler les secours. Les enquêteurs établissent un plan de la maison des Alessandri et l'on comprend que pour entrer dans la chambre parentale, il faut passer par la salle de bain. Cette chambre n'est donc pas une pièce qui donne sur le couloir, contrairement aux autres chambres. Oui, et ça me paraît très intéressant. Ça permet de penser que les agresseurs
connaissaient les lieux. J'ai le sentiment qu'après être rentrés dans la maison, les agresseurs sont allés directement dans la chambre. En se rendant dans le jardin pour tenter de trouver des traces du passage des auteurs du meurtre, les gendarmes ont découvert qu'une des baies vitrées du salon n'était pas verrouillée. Est-ce que vous pensez que les agresseurs ont pu entrer ou sortir par là ? C'est très difficile de répondre à cette question. L'arrivée tardive des techniciens en identification criminelle fait que ce constat a eu lieu longtemps après le meurtre. De nombreuses allées et venues se sont produites. Il est donc impossible de dire non seulement si cette porte était ou non verrouillée, il est également impossible de dire s'il était ouverte ou fermée. 2 mégots récents ont été retrouvés dans le jardin. Est-ce que vous pensez qu'ils ont forcément un lien avec les faits ? L'emplacement où ces 2 mégots ont été trouvés peut laisser penser qu'ils ont un lien avec les faits. Ils sont en effet trouvés derrière une haie suffisamment haute pour camoufler quelqu'un. Or, je pense qu'il pouvait y avoir un guetteur et que la trace de pas découverte au pied de cette haie correspond à celle du guetteur. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait sans doute 3 hommes dans la maison au moment du coup de feu. Vous ajoutez maintenant la présence d'un guetteur dans l'équipe. Vous pensez vraiment qu'il est possible que 4 personnes soient impliquées dans le meurtre ? Oui, il n'est pas rare que les délinquants agissent en groupe. Ces équipes se constituent pour faire un coup donné. Ça tente à confirmer ce que je vous disais précédemment, qu'il ne s'agit probablement pas d'un banal cambriolage, mais d'une opération plus sophistiquée. Le fait que les malfaiteurs agissent à plusieurs est plutôt un atout pour la police, car quand ils sont nombreux, souvent il y a des informations qui circulent. L'autopsie de Richard Alessandri est réalisée à Avignon. Le légiste conclut qu'il a reçu une balle mortelle tirée à bout touchant qui a pénétré dans l'épaule gauche avant de finir sa course dans le crâne de la victime. Les prélèvements effectués permettent de déterminer que l'arme du crime est un fusil de calibre 12. Est-ce que c'est un calibre courant ? C'est un calibre extrêmement courant qui donc ne nous apprendra rien sur le profil de l'auteur. En revanche, le fait que le coup de feu ait d'abord atteint l'épaule de la victime tend à prouver qu'il s'agit d'un tir accidentel. Je vous rappelle que Richard Alessandri dormait au moment du coup de feu. Il aurait donc été facile de viser et d'atteindre une zone directement mortelle. Les gendarmes vont maintenant commencer leur enquête de personnalité. Ils veulent savoir qui était la victime pour tenter de comprendre qui pouvait lui en vouloir. Richard Alessandri avait 42 ans. Tous ses proches décrivent un homme fier de sa réussite, heureux et charismatique. D'abord, c'est un beau mec. Et il est grand, il est costaud, et c'est un peu le brin ténébreux. Je l'avais appelé Richard le Magnifique. C'est-à-dire que c'est lui, quoi. Quand il est là, il rayonne, et il n'y a pas de doute. Richard, c'est lui, c'est pas un autre. Richard Alessandri a rencontré Edwige quand il avait 25 ans. Il était très amoureux d'elle. Elle était très belle. Très séduisante, intelligente. À l'époque, Edwige vient de divorcer du père de Johan, son fils aîné. Mes parents se sont séparés quand j'avais aux alentours de 3 ans. Ma maman s'est rapidement, effectivement, mise en couple avec Richard. Donc il m'a élevé autant que mon père. J'ai eu 2 papas, en fait. Johan était tout petit. Et il l'a pris comme si c'était le sien. Il n'a jamais dit le fils d'Edwige ou le fils que j'ai pas eu. Non, non, c'était Johan et Brice, c'était 16 enfants. Moi, à 11 ans, j'avais déjà appris à conduire une voiture, un caca, j'avais déjà fait l'hélicoptère, on était partis en vacances, faire du bateau, voilà. Il était toujours là, c'est sûr qu'après, quand on a fait des conneries, voilà, on a dégusté, quoi. On nous a appris les bonnes manières, fallait pas déconner, fallait que ça file droit, voilà. Richard Alessandri n'a jamais eu aucune tolérance pour la paresse et le manque de sérieux. C'est le golden boy par excellence. C'est-à-dire que c'est un garçon qui s'est fait tout seul, qui a une très forte ambition, qui a une capacité de travail qui dépasse l'entendement. Une soif de réussite, pleinement partagée avec sa femme. Son envie de gagner, son envie de réussir, tout ça, c'était ce que j'aimais. Ça me correspondait totalement. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours eu envie de réussir ma vie, socialement, professionnellement. On allait dans ce sens-là. En juillet 1989, le couple ouvre un premier Intermarché près de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'était très, très dur. Très dur. Financièrement, ça a été une vraie galère. Puis bon, c'était pas notre région. Richard était difficilement accepté parce qu'il était du Sud, il avait l'accent. Ça a été très, très, très difficile. En 1995, ils revendent leur premier magasin pour en racheter un autre à Pernes-les-Fontaines. Il avait beaucoup d'énergie et puis il était vraiment... il était très exigeant. Donc voilà, donc c'était un patron, il fallait bosser.
Il fallait avancer. Après, il était très reconnaissant aussi. Et puis le résultat était là, le chiffre d'affaires du magasin était en train d'exploser. Donc c'est qu'il avait de très bonnes méthodes. Le fruit de notre travail a de suite été récompensé, quoi. Donc on s'est mis à gagner beaucoup d'argent, je dois dire, beaucoup d'argent, et on en a été les plus heureux du monde, hein. Après, ce qu'on avait vécu, c'était pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'après les éléments qui avaient été indiqués par les enquêteurs, le patrimoine qui était le leur avoisinait les 3 millions d'euros. Voitures de luxe, bijoux et beaux voyages. La vie est belle chez les Alessandri. Jusqu'à cette terrible nuit du 17 juillet 2000, qui a fait éclater à jamais le bonheur de toute une famille. On m'a appelé en me disant qu'il y avait eu une agression chez mon frère et qu'il avait été tué. On comprend sans réaliser, en fait. On ne réalise pas complètement ce qui se passe. Voilà, on est devant le fait accompli. Loïc Alessandri a eu ensuite la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à sa mère. J'ai vu arriver très tôt mon fils. J'étais très étonnée de le voir arriver. Il avait une drôle de mine et puis il me dit « Richard vient d'être assassiné ». Oh là là là, je vous dis, je vous explique pas. On est parti dans le jardin, on hurlait, on hurlait, on hurlait. Oh, c'était horrible, 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 horrible. Ce moment a été vraiment terrible. Et je l'ai encore marqué dans ma mémoire. Richard Alessandri était, semble-t-il, un homme heureux, un père de famille attentif et exigeant. Les gendarmes découvrent également avec intérêt son ascension professionnelle. Ils savent qu'une telle réussite financière peut susciter des convoitises et les investigations vont vite révéler que le week-end du meurtre, Richard Alessandri avait gagné beaucoup d'argent. Richard Alessandri a fermé son magasin le dimanche midi, quelques heures avant son meurtre. Il était très heureux et fanfaronnait à qui voulait l'entendre sur les bons résultats du week-end. Il est capable de dire la recette de ce week-end, on a explosé la baraque. On a cassé la baraque, on n'a jamais fait une recette comme celle-là. La recette record dont Richard Alessandri s'est largement vanté. Il la doit à la fête du melon, un événement local qu'il a lui-même organisé. Il avait toujours des idées novatrices pour essayer de faire du chiffre d'affaires, toujours. Hein. Son obsession, c'était le chiffre d'affaires, c'était la réussite de son entreprise. C'est donc très fier qu'il ferme son établissement, sachant le coffre plein. En espèces, il devait y avoir entre 200 et 300 000 francs à l'époque. Je pense que ça devait être dans cet ordre-là. Est-il possible que cette recette exceptionnelle de près de 45 000 € ait un lien avec le meurtre ? Les gendarmes se penchent sur cette hypothèse. Richard Alessandri aurait alors été victime de ce que les enquêteurs nomment un saucissonnage ou un homejacking. L'idée, c'est quoi? On arrive à plusieurs, nuitamment dans la famille du patron de l'Intermarché. Une partie des malfaiteurs reste et prennent en otage la famille. Une autre partie prend le gérant de la société. On va au supermarché, il ouvre les coffres. Et on part avec l'argent et on libère la famille une fois que le coup est fait. Pour Michel Baron, patron d'un Intermarché, ce scénario est tout à fait crédible. Le saucissonnage, hein, c'est ce que c'est. Donc, on vous attaque chez vous pour vous emmener au coffre-fort, pour ouvrir le coffre et vous prendre le coffre. Hier, mon premier patron s'est fait saucissonner chez lui. Les gendarmes se demandent alors qui savait que le coffre du supermarché était rempli d'espèces. Tout le magasin était au courant, je veux dire, le personnel est motivé sur ses chiffres d'affaires, le personnel, puis il y avait la transparence, donc chacun peut regarder ses chiffres sur l'ordinateur, on n'a jamais caché quoi que ce soit. Les enquêteurs s'intéressent alors aux employés du supermarché. Et ils apprennent qu'un jeune stagiaire de 17 ans n'est jamais revenu travailler après la mort de Richard Alessandri. On ne l'a jamais revu, il n'est jamais revenu au magasin. Il est même, je crois, jamais venu chercher sa paye. Les gendarmes cherchent à savoir qui est ce jeune homme. On se rend compte que son nom, on le connaît déjà. On le connaît déjà parce qu'il apparaît dans une autre procédure criminelle où il a en fait fourni à un tiers une arme
qui a permis à ce tiers d'assassiner un de ses petits camarades. Le 28 juillet 2000, soit 11 jours après le meurtre, les enquêteurs décident de perquisitionner le domicile du stagiaire suspect. Lorsqu'ils arrivent, au mur, il y a punaisé les articles qui concernent la mort de Richard Alessandri. C'est un peu déstabilisant. Dans la chambre du jeune homme, les enquêteurs retrouvent des cartouches de fusil, calibre 12, comme celles qui ont tué Richard Alessandri. La perquisition continue et on trouve aussi, notamment, une paire de baskets. Et à première vue, l'empreinte des semelles de cette paire de baskets peuvent correspondre aux empreintes qui sont trouvées au pied de la haie chez les Alessandri. Les chaussures sont mises sous scellé. Le dessin de la semelle et la pointure des baskets correspondent à la trace de pas retrouvée dans le jardin. Pourtant, aucune expertise ne va être demandée. On a un gendarme qui dira qu'il a examiné les chaussures et que l'état d'usure des chaussures ne peut pas correspondre avec la trace qui est laissée au pied de la haie chez les Alessandri. Le jeune homme est conduit à la gendarmerie de Carpentras. Il nie toute implication dans le meurtre et aucune preuve matérielle irréfutable ne permet de le confondre. Ce jeune homme sera remis en liberté et il n'y aura plus aucune investigation qui sera faite sur lui de quelque manière que ce soit. Voilà. Les enquêteurs considèrent que ces éléments-là sont peut-être troublants mais qui ne sont pas déterminants. Aucune charge ne pèse aujourd'hui sur ce garçon qui, à la question « Que faisiez-vous le soir du meurtre ?», a toujours répondu « Je ne me souviens pas ». Richard Alessandri a été tué un dimanche soir alors qu'il avait réalisé durant le week-end un excellent chiffre d'affaires. L'enquête a établi que la recette était dans le coffre-fort du supermarché. Cet argent devait être transféré à la banque le lundi. Logiquement, les gendarmes envisagent d'abord l'hypothèse d'un saucissonnage. Oui, et c'est à juste titre. On peut envisager le scénario suivant. Les agresseurs se seraient rendus au domaine de la Gasquie pour contraindre Richard Alessandri à les conduire à son magasin et à leur ouvrir le coffre. Pour ce faire, l'équipe de malfaiteurs se serait scindée en deux. Une partie aurait conduit Richard Alessandri à son magasin, une autre partie aurait séquestré, saucissonné le reste de la famille à son domicile. Une fois l'argent récupéré, les malfaiteurs prennent la fuite en laissant les otages se libérer comme ils le peuvent. Si l'on s'en tient à cette hypothèse, les agresseurs seraient allés directement dans la chambre pour neutraliser Richard Alessandri, le plus capable d'opposer une résistance, et le coup de feu serait parti accidentellement. Oui, si on analyse les faits, cette hypothèse n'est pas invraisemblable du tout. Ce type d'agression à domicile n'est pas si rare. On en dénombre en France environ 2500 par an. Pour éviter que ce genre de vol avec prise d'otage ne se multiplie, des procédures ont été mises en place, procédures qui empêchent que le seul chef d'établissement puisse ouvrir les coffres. Le jeune homme qui travaillait dans le supermarché de Richard Alessandri a finalement été mis hors de cause, car aucun élément matériel ne permettait de le relier au meurtre. Jean-Marc, est-ce que les gendarmes ont eu raison d'abandonner si rapidement cette piste? Non, ils ont eu tort, car en ce qui concerne ce jeune homme, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont troublants et qui auraient mérité des vérifications beaucoup plus approfondies. La complicité, je vous le rappelle Arnaud, ce ne sont pas que des actes matériels, ça peut être beaucoup moins visible que ça. La complicité, ça peut être simplement la fourniture de renseignements qui aident à l'accomplissement du délit. Or, ce jeune homme était très bien placé pour savoir que la recette du week-end avait été importante, où se trouvaient les caméras, où se trouvait le coffre du directeur. Après avoir mis hors de cause le jeune stagiaire du supermarché, les gendarmes vont finalement mettre de côté la piste du saucissonnage, ce qui peut paraître étonnant. Effectivement. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, leur raisonnement a été le suivant. S'il s'était agi d'une tentative de saucissonnage, les malfaiteurs auraient agi cagoulés. Ils auraient neutralisé l'ensemble de la famille, sinon avant, du moins en même temps que Richard Alessandri. Arnaud, je vous rappelle que personne n'a vu les malfaiteurs, que personne ne peut en donner un signalement, et donc que personne ne peut dire s'ils étaient ou non cagoulés. Et puis, en ce qui concerne la stratégie des malfaiteurs, personne ne peut la prévoir. Or, neutraliser en premier le propriétaire du supermarché n'a rien d'illogique. On l'a vu, les gendarmes n'ont jamais cru à l'hypothèse d'un cambriolage classique, car rien n'a été volé. Ils ne croient plus maintenant à celle du saucissonnage. Ils décident de repartir à zéro dans leur constatation. 10 jours après le meurtre de Richard Alessandri, une remise en situation est organisée au mas de la Gasquie.
Les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras veulent comprendre comment les tueurs de Richard Alessandri ont pu s'introduire dans la maison. Est-il possible qu'ils soient passés par la fenêtre de la cuisine? La remise en situation au mois de juillet, tout de suite après les faits, a consisté à demander à plusieurs gendarmes de passer par la fameuse fenêtre qui était ouverte. Et là, ce que l'on a constaté, c'est que ces gendarmes laissaient nécessairement des traces de leur passage. Ça ne cadrait pas avec les constatations qui avaient été faites initialement, puisque aucune trace de pas n'avait été découverte. Les enquêteurs reprennent ensuite les photographies réalisées lors des premières constatations. En étudiant les clichés des débris végétaux retrouvés sur une marche des escaliers, ils s'aperçoivent que bizarrement, le pétale de géranium semble intact. Les pétales de fleurs qui ont été découvertes n'avaient pas pu être amenés par des auteurs s'étant introduits de l'extérieur, parce que si des éléments sont transportés par des chaussures, nécessairement, ces éléments sont écrasés. Pas de traces d'intrusion. Des débris végétaux qui semblent avoir été déposés volontairement dans la maison. Un tout nouveau scénario des faits commence à germer dans l'esprit des enquêteurs. L'hypothèse qui va être envisagée à ce moment-là par les gendarmes, elle est très simple à comprendre, c'est que c'est une mise en scène. À partir de là, ils ont la conviction, c'est ce que je dis et je l'affirme, qu'il n'y a pas eu d'intrusion extérieure et que ce drame est un huis clos familial et que l'auteur des faits se trouve dans la maison. C'est le tournant de l'enquête. Les gendarmes sont maintenant convaincus qu'Edwige, Johan et Brice ne leur ont pas tout dit. À partir du moment où on a cette conviction, on va s'y atteler et on va tout reprendre. On va reprendre sur la base de photos la scène de crime. Lors des premières constatations, il a été noté que la tête de Richard Alessandri reposait sur sa joue droite. Pourtant, sur les photos de la découverte du corps, on observe des coulures de sang uniquement sur la partie gauche du visage de la victime. Pour les gendarmes, c'est la preuve que le corps a été déplacé après le coup de feu mortel. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la chaussette blanche retrouvée dans le lit. Edwige Alessandri a raconté que c'était son doudou, l'objet avec lequel elle dormait chaque nuit. Et pourtant... Il n'y a aucune trace de sang, pas la moindre tache de sang, alors qu'il aurait dû se trouver imbibé de sang à l'endroit où il a été découvert. Et les enquêteurs vont se poser la question de savoir s'il n'a pas été placé après le tir. Un corps déplacé, une scène de crime modifiée. Les enquêteurs ne croient plus un mot des déclarations d'Edwige et de ses fils. C'est alors que le 27 juillet 2000, lendemain de la mise en situation, les gendarmes apprennent une information capitale. Les experts ont mis en évidence des résidus de tir sur les mains de Brice. On a retrouvé sur Brice les particules indispensables pour que l'on analyse ces résidus comme un résidu de tir. Il y avait du plomb, du barium, de l'antimoine. Et donc, les enquêteurs se demandent légitimement comment ce gamin peut avoir ces éléments réunis sur lui. Que s'est-il passé le soir du crime à la Gasquie? L'hypothèse du drame familial retient maintenant toute l'attention des enquêteurs. Ils se penchent une nouvelle fois sur la vie privée de la victime. Et cette fois-ci, les témoignages recueillis sont bien différents. Et si le bonheur familial de Richard Alessandri n'était en réalité qu'une façade? Pour moi, c'est pas un couple qui était très harmonieux. C'est un couple où il y avait quand même beaucoup de rivalité, il y a eu beaucoup de tensions. Ah oui, oh là là, c'était horrible, ils se disputaient continuellement. Pour moi, je pense qu'il était question de séparation. La femme de ménage a eu quand même des déclarations très dures en disant que ce couple n'avait plus d'amour ni d'affection, non seulement dans leur rapport entre eux, mais également vis-à-vis des enfants. L'affection était absente de cette maison. Quant à la petite amie de Johan, elle déclare que le soir des faits, le jeune homme avait peur de rentrer chez lui. Johan était parti en week-end sans avoir obtenu l'autorisation de son beau-père
Elle nous explique qu'il était terrorisé à l'idée de rentrer à la maison et qu'il est rentré, pour reprendre son expression, la larme à l'œil parce qu'il savait qu'il y allait y avoir une dispute et que ça allait dégénérer. Se pourrait-il que ce soir-là, une violente dispute ait éclaté et mené au meurtre de Richard Alessandri? Edwige Alessandri et ses deux fils ne le savent pas encore, mais ils sont maintenant suspectés par les gendarmes d'avoir maquillé la scène de crime. En effet, les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces d'effraction et les constatations effectuées le soir des faits ne correspondent pas à celles réalisées lors de la mise en situation. Quel est votre avis, Jean-Marc? Il est bien sûr normal que les gendarmes examinent cette hypothèse. Mais j'ai l'impression que pour l'accréditer, ils n'envisagent comme moyen d'accès à la maison la nuit du meurtre que cette fenêtre qui se trouve au-dessus du plan de travail dans la cuisine. Or, souvenez-vous Arnaud, il y a un autre moyen d'accès, c'est cette porte-fenêtre qui donne sur le salon. Et on ne sait pas si elle était ouverte ou fermée. Et si elle était fermée, on ne sait pas si elle était verrouillée ou non. Les gendarmes se fondent sur d'autres éléments pour soupçonner Edwige Alessandri et ses fils d'avoir organisé une mise en scène. Premièrement, le pétale de fleurs aurait été déposé volontairement sur une marche. Deuxièmement, le doudou immaculé aurait été glissé dans le lit après le meurtre. Troisièmement, le corps de la victime aurait été déplacé. En ce qui concerne le pétale, le doudou et le déplacement éventuel du corps, on pourra faire toutes les expertises que l'on veut, elles pourront toujours prouver une chose et son contraire. Mais je ne crois pas que l'essentiel soit là. Tant qu'on ne m'aura pas expliqué quel intérêt pouvait avoir Edwige Alessandri à déplacer le corps de son mari, je ne vois pas en quoi ce déplacement peut être important. Des résidus de poudre ont été retrouvés sur les mains de Brice, le plus jeune des garçons, ce qui pourrait laisser penser que, contrairement aux déclarations de sa mère, il n'était pas en train de dormir au rez-de-chaussée, mais qu'il était présent sur la scène de crime. Oui, mais les traces de résidus de poudre de tir prélevés sur les mains de Brice ne sont pas en quantité suffisante pour pouvoir dire qu'il a touché l'arme du crime au moment ou après le coup de feu. Les particules de résidus de tir sont des éléments extrêmement volatiles. Et il se peut tout à fait qu'un des pompiers qui ait approché Brice pour l'éloigner de cette scène de crime l'ait contaminé. En revanche, on ne retrouve pas de résidus de poudre sur Edwige Alessandri. Est-ce qu'on peut en déduire qu'elle n'a pas tiré sur son mari? On ne peut rien en déduire du tout, Arnaud. Je vous rappelle qu'Edwige Alessandri a pris une douche à la demande des pompiers. C'est donc absolument normal qu'on ne trouve pas de traces de poudre sur elle. C'est alors que le 23 novembre, 4 mois après le meurtre, un rapport d'expertise en acoustique arrive sur le bureau du magistrat instructeur. Ce rapport conclut qu'il est impossible qu'Edwige Alessandri ait entendu le tueur dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Le volume sonore de la détonation l'aurait en effet rendue temporairement sourde. Les enquêteurs décident de placer Edwige Alessandri et ses deux fils en garde à vue. Le 28 novembre à 6h30 du matin, les gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras se présentent au domicile d'Edwige Alessandri. J'étais en train de boire un café. Je venais de me lever. Edwige Alessandri pense alors que les enquêteurs sont venus pour lui annoncer l'arrestation du tueur de son mari. Je leur ai dit, ça y est, vous avez trouvé? Et ils m'ont dit, oui, c'est vous. Alors là, Immédiatement, les gendarmes vont chercher Johan et Brice, qui dorment encore. Edwige Alessandri est atterrée. Je me suis dit, ils sont complètement fous, ils sont tombés sur la tête, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Edwige Alessandri n'a pas le temps de parler à ses fils. Ils sont immédiatement séparés pour être conduits dans 3 voitures différentes à la gendarmerie de Carpentras. Je me suis retrouvée à Carpentras, dans des bureaux de gendarmes. Et c'est là où ils m'ont signifié que j'étais en garde à vue, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Dans une pièce voisine, Johan, qui vient de fêter ses 18 ans, est également placé en garde à vue. Comme sa mère, il n'a pas d'avocat et est seul face aux gendarmes. Je leur ai redit en fait ce que j'avais dit lors de mes premières déclarations et quand j'ai fini de m'exprimer, ils m'ont dit bon c'est bien gentil mais nous on ne croit pas. Johan est perdu. Il ne sait plus quoi répondre. Ils vont me dire qu'il n'y a personne qui est rentré dans la maison et qu'ils sont dans la certitude. Donc moi je tombe des nues et ils me disent qu'ils peuvent le prouver par A plus B, qu'ils ont toutes les constatations qui font que personne n'est rentré dans la maison. Brice, tout juste 12 ans, connaît le même sort que sa mère et son frère. Mais les enquêteurs, vu son jeune âge, décident de l'entendre dans un appartement de fonction inoccupé de la gendarmerie. Il se retrouve dans des immeubles miteux, je ne savais même pas où d'ailleurs. C'est un appartement rentré, il y avait une porte, un grand hall,
Avec une pièce au fond, je me retrouve avec 3 gendarmes, un ordinateur portable, un paquet de papier, une imprimante et une chaise. On me dit, bah, parle. Très vite, Edwige, Johan et Brice comprennent que les enquêteurs les soupçonnent d'avoir menti. Les gendarmes leur disent que les soi-disant traces d'intrusion qu'ils ont pointées du doigt lors des premières constatations ne sont qu'une mise en scène. Vous parlez, vous n'êtes pas entendu, et à chaque fois on vous dit mais si, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors quand ça allait pas, c'était mes enfants, quand les enfants ça allait pas, c'était moi de nouveau. Ils voulaient que ça soit nous 3, ça c'est sûr et certain. Parce qu'ils allaient dans le sens, c'est toi, c'était assez pas compliqué, il n'y a personne, c'est toi, soit ton frère, soit ta mère. Donc dis-nous coup, vous mentez, c'est l'un des 3. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc oui, c'était l'un de nous 3. À 12 ans, Brice est assisté d'un avocat, ce qui n'empêche pas les gendarmes de tout faire pour le déstabiliser. Est-ce que tu couvres ta mère? Est-ce que tu couvres ton frère? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que ta mère te couvre? C'est un accident? Un matraquage non-stop de questions avec c'est pas ça, c'est pas comme ça. L'interrogatoire n'est plus supportable pour le jeune garçon. Tu sais que tu es le seul à avoir des résidus de tir sur tes mains. Explique-toi. Et le pauvre Brice, en larmes, de prononcer cette phrase qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Je vous jure, monsieur, j'ai pas tué mon papa. À un moment, ils sont arrivés à me faire douter, quoi. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas moi qui l'ai fait? Est-ce que je m'en souviendrai plus? Est-ce que j'ai un trou de mémoire, quoi? À 22 h, Brice est relâché. Un ami de sa mère vient le chercher à la gendarmerie. Il aura passé 15h30 avec les enquêteurs, sans avoir aucune nouvelle de sa mère et de son frère. Pour Johan, ce n'est pas fini. Sa garde à vue se poursuit. Mais à 22h30, les gendarmes proposent de suspendre son interrogatoire. Et l'enquêteur de dire, Johan Boguslav n'a pas souhaité aller se reposer en cellule, il a souhaité rester dans le bureau, assis sur une chaise. Dans le bureau, avec pour seule compagnie un gendarme, Johan attend que la nuit passe. Il va rester de longues heures, fatigué et stressé, assis sur sa chaise. C'est alors qu'à 4h30 du matin, il demande à être réentendu. Johan Boguslav se tourne vers lui et dit « Bon, j'ai besoin de libérer ma conscience, j'ai besoin de vous dire ce qui s'est passé. » Et il explique à ce moment-là que sa mère, dans le cadre d'une dispute, a tiré sur son beau-père. Après 22 heures passées en garde à vue, Johan craque. Il passe aux aveux et accuse sa maman du meurtre de Richard Alessandri. Il déclare que le soir des faits, sa mère et son beau-père se sont disputés à cause de son week-end à la mer. Il dit être allé se coucher, puis avoir été réveillé en sursaut par un coup de fusil. Il explique qu'il s'est rendu dans la chambre conjugale. Johan raconte avoir retrouvé sa mère debout près de la fenêtre. Sur le lit à côté, le corps de Richard Alessandri gisait dans une mare de sang. Il trouve sa mère, peut-être avec le fusil à la main ou avec le fusil juste à côté d'elle. Selon Johan, Brice se serait alors levé. C'est à ce moment-là qu'Edwige Alessandri aurait demandé de l'aide à ses 2 fils. Il y a eu un drame, mais il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste ensemble, sinon on va avoir des gros soucis. Et à ce moment-là, ils vont imaginer ensemble la thèse de fabriquer donc une intrusion extérieure qui n'a jamais eu lieu. Johan raconte que Brice a déplacé les pots et pris l'initiative de mettre de la terre dans les escaliers. Johan aurait quant à lui ouvert la fenêtre de la cuisine et serait sorti cacher le fusil dans la haie du jardin. À la fin de ce récit, le 30 novembre, à 6h30 du matin, Johan ressort libre de la gendarmerie après avoir passé 48 heures en garde à vue. Je sors, je suis ramené par mon père chez des amis de la famille. Et là, me semble-t-il que je vais directement me coucher. Je suis encore exténué et je sais pas où j'en suis, quoi. Vraiment, je suis perdu. Je sais pas ce qui va se passer derrière, je sais pas. Voilà. Johan ne sait pas encore que sa mère a été conduite devant le juge d'instruction pour être mise en examen pour meurtre et modification de l'état des lieux d'un crime. Ils disent que Johan m'a accusé, que c'est moi. Et là, je leur dis que c'est pas possible, que ce qu'ils disent est faux. Et je crois que c'est à ce moment-là que je leur dis, je suis plus intelligente que vous, je vous démontrerai que c'est pas vrai. Edwige Alessandri est incarcérée à la maison d'arrêt d'Avignon. Elle apprend immédiatement que ses enfants sont interdits de parloir.
Brice Alessandri a été entendu 15h30 dans les locaux de la gendarmerie. Il n'avait pourtant que 12 ans. À cet âge-là, le placement en garde à vue est impossible. En revanche, on parle de mineurs en rétention. Concrètement, les gars, qu'est-ce qui diffère d'une garde à vue classique ? Concrètement, il y a plusieurs différences qui s'expliquent par l'extrême vulnérabilité du mineur de 10 à 13 ans. On a notamment et par exemple l'intervention obligatoire de l'avocat dans le cadre d'une rétention. Et ensuite, pour la durée de la rétention, le mineur de 10 à 13 ans ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à sa déposition, avec un maximum légal de 12 heures, renouvelable une fois sous certaines conditions, donc 24 heures en tout. Là où pour un majeur, la garde à vue dure en principe 24 heures, renouvelable une fois, donc 48 heures en tout. Est-ce qu'un enfant de 12 ans est pénalement responsable ? Pour qu'un enfant soit pénalement responsable, la loi exige qu'il soit doué de discernement. C'est le critère, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir distinguer le bien et le mal de manière à comprendre la gravité de ses actes. La difficulté, c'est que la loi ne fixe pas le seuil à partir duquel il aurait la capacité de discernement. Donc les juges doivent évaluer à chaque fois et on constate de manière générale que ce discernement serait acquis autour de 7 ans. Donc a priori, un enfant de 12 ans serait doué de raison et donc pénalement responsable. Les aveux de Johan ont provoqué la mise en examen d'Edwige Alessandri. L'adolescent a raconté comment il aurait aidé sa mère à maquiller la scène de crime. Pourtant, il est ressorti libre de la gendarmerie. Pourquoi, selon vous, n'a-t-il pas été mis en examen, comme sa mère, pour modification de l'état des lieux d'une scène de crime ? C'est vrai que juridiquement parlant, étant donné les déclarations auto-incriminantes de Johan, il aurait dû en principe être déféré à l'issue de sa garde à vue devant le juge d'instruction et mis en examen au même titre que sa mère pour modification de scène de crime. Le juge d'instruction a, pour des raisons d'opportunité dont on ignore le détail, préféré le garder libre en sachant de toute façon qu'il pourra toujours l'entendre ultérieurement en tant que simple témoin. Lorsqu'Edwige Alessandri arrive en détention, elle apprend très vite que ses enfants ne seront pas autorisés à venir la voir. Qui décide de cela et pourquoi, selon vous, Edwige Alessandri a-t-elle été privée de parloir avec ses enfants ? Pendant l'instruction, c'est le juge d'instruction qui autorise ou refuse la délivrance de permis de visite. Et en principe, les membres de la famille d'une personne détenue doivent être autorisés à lui rendre visite. Mais il y a un motif de refus possible qui est les nécessités de l'instruction. C'est l'idée que des communications entre la personne détenue et un membre de sa famille pourraient compromettre ou mettre en péril le cours de l'enquête. Et dans notre affaire, c'est sans doute ce qui s'est passé. Étant donné les déclarations de Johan sur sa propre implication ainsi que sur celle de sa mère, le juge d'instruction a sans doute considéré qu'il était préférable que cette dernière ne voie pas ses enfants de manière à éviter tout risque de concertation frauduleuse, c'est-à-dire l'élaboration d'un faux scénario de défense. 4 mois et demi après le meurtre de Richard Alessandri, son épouse est incarcérée. La famille éclate, Brice part vivre chez ses grands-parents maternels et Johan va chez son père. Pour certains, l'affaire est résolue et pour d'autres, c'est le début d'une terrible erreur judiciaire. La nouvelle de la mise en examen et de l'incarcération d'Edwige Alessandri provoque différentes réactions. On s'est dit, mais il se passe quoi là ? Ils marchent sur la tête, les enquêteurs. Et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Je vois pas. Edwige, c'était impossible pour eux. C'est incompréhensible, quoi. Et les enfants, encore pire. Nous, on connaissait le contexte familial, donc on n'était absolument pas étonnés de la possibilité de sa culpabilité. Il allait la quitter. Ça, on en était presque sûr. Et elle allait perdre son travail. Elle a voulu la puissance, l'argent, je m'en débarrasse, et puis ça y est, quoi, j'ai tout. Ce n'est qu'en fin de journée que Johan apprend que ses accusations ont envoyé sa mère en prison. J'ai le sentiment que c'est en grande partie ma faute. C'est un sentiment de culpabilité assez lourd. Immédiatement, le jeune homme dit que ses déclarations ne valent rien. Il raconte comment la première nuit de sa garde à vue, entre 21h30 et 4h30 du matin, les gendarmes l'ont empêché de dormir. Lors de ma garde à vue, on n'a pas proposé d'aller me reposer dans une pièce à part du bureau. Je suis sur une chaise. Si je m'assoupis sur le bureau, il y a un gendarme qui me demande de me relever et de rester droit sur la chaise. Je me disais, je suis prêt à tout leur dire pour pouvoir aller me reposer, pour que ça s'arrête. C'est alors que le jeune homme a craqué. Je m'accuse et concrètement, ils me disent non, c'est pas toi parce que ça colle pas avec certains éléments de l'enquête. Notamment, j'avais pas de traces de poudre sur les mains et ça leur convenait pas en fait, c'était pas leur histoire. Étonnamment, ces déclarations ne figurent pas sur le procès-verbal d'audition. Johan a le sentiment que les gendarmes l'ont insidieusement amené à dénoncer sa mère.
Ils m'ont amené en fait par un cheminement, c'est une espèce d'entonnoir en fait, vers le fait que ça pouvait être que ma mère et qu'il fallait que je l'accuse. Épuisé, Johan se serait alors exécuté. Je crois que je leur dis précisément que j'ai vu ma maman qui dépose un fusil ou qui prend un fusil sur le lit, quelque chose comme ça. Sur le moment, je me dis, tiens, on va essayer ça, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont me laisser me reposer? C'est ça en fait le cheminement dans ma tête à ce moment-là. C'est est-ce que ça va suffisamment leur convenir pour qu'enfin je puisse aller dormir? Ils veulent plus de détails. Johan aurait alors repris son récit dans le seul but de satisfaire les gendarmes et de pouvoir enfin dormir. Comme j'invente au fur et à mesure, eux ils me disent bah non, ça convient pas parce que là on a une constatation qui va pas. Je reformalise en fait mes propos pour coller le plus possible à leur dossier. Ils me guident en fait dans la garde à vue, quoi. Le 6 décembre 2000, Johan, rongé par la culpabilité, envoie un courrier au juge d'instruction pour se rétracter. Depuis la maison d'arrêt, Edwige Alessandri écrit une lettre bouleversante à son fils. Ma première lettre, ça a été d'écrire à Johan. Je ne sais pas s'il l'a eu, parce que tout mon courrier passait par le juge, mais les premiers mots, ça a été « Je ne t'en veux pas ». Tu resteras mon fils chéri, je veux dire, je ne t'en veux pas. Malgré la rétractation de Johan, Edwige Alessandri est maintenue en détention provisoire. J'ai vécu l'incarcération de ma mère difficilement, très difficilement, parce que je n'ai pas pu aller la voir au parloir. Et d'autant plus révoltant que je savais pertinemment qu'elle était là-bas pour rien. Il y a des moments où effectivement on a envie de pleurer, soit de pleurer, soit de tout casser, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Johan ne verra pas sa maman pendant 18 mois. Quant à Brice, 12 ans, il devra attendre 14 mois avant d'obtenir un droit de visite. Comment on peut vivre du jour au lendemain de perdre son père et après de se retrouver vraiment orphelin, de se retrouver vraiment tout seul, quoi. Bah ouais, on n'a plus de parents, quoi, donc ouais. Le témoignage de Johan est saisissant. Il explique comment on l'aurait amené à avouer. Je répète ce qu'il nous a dit. Comme j'invente au fur et à mesure, eux, ils me disent non, ça ne convient pas parce que là, on a une constatation qui ne va pas. Je reformalise en fait mes propos pour coller le plus possible à leur dossier. Ils me guident en fait pendant la garde à vue. Est-ce que cela vous surprend? Hélas, non, je sais que ça peut exister. Quand un enquêteur est trop convaincu de détenir la vérité, il peut en arriver à pratiquer ce que l'on appelle un interrogatoire induit. C'est-à-dire que les réponses sont quasiment soufflées dans les questions. Ça peut mener à des errements judiciaires si le magistrat ne joue pas son double rôle de directeur d'enquête et de juge impartial. Ce sont les aveux de Johan qui ont envoyé sa mère en prison. Et pourtant, les rétractations de l'adolescent n'auront aucune conséquence. Pourquoi, selon vous, le juge d'instruction ne croit pas à ces rétractations? Il faut tout d'abord préciser qu'il est très fréquent que les mises en cause ou les mises en examen se rétractent. Mais ces rétractations ne remettent pas en cause leurs aveux s'ils sont étayés ou corroborés par d'autres éléments. Mais dans le cas de Johan, il y a vraiment de quoi douter. Et le plus significatif est ce qu'il raconte en ce qui concerne l'arme du crime. À ce sujet, pendant sa garde à vue, Johan dit avoir caché l'arme du crime dans la haie qui se trouve face à la maison. Les gendarmes décident de se transporter sur les lieux, mais ils ne retrouvent aucun fusil. Oui, j'aurais tendance à dire que c'était couru d'avance. Car la haie dans laquelle Johan dit avoir caché l'arme est celle au pied de laquelle les gendarmes ont trouvé 2 mégots et des traces de pas. C'est donc que cette haie a été minutieusement fouillée et le soir du crime, l'arme n'y était pas. Comment pourrait-elle s'y trouver 4 mois après? C'est insensé. Mais comment peut-on accuser Edwige Alessandri d'avoir tué son mari sans avoir retrouvé l'arme du crime? Oui, cet élément fragilise l'accusation, c'est incontestable. Richard Alessandri est mort peu de temps avant l'arrivée des secours. Il est très peu vraisemblable que Edwige Alessandri ou l'un de ses fils ait eu le temps de cacher l'arme du crime, une arme longue, un fusil de chasse, en dehors de la propriété qui a été entièrement fouillée. Privé de la visite de ses enfants et lâché par sa belle famille, Edwige Alessandri va prendre en main sa défense et mettre tout en œuvre pour tenter de prouver son innocence.
En août 2001, soit 9 mois après sa mise en détention provisoire, Edwige Alessandri écrit à Jean-François Abgral, ancien gendarme de renom, devenu enquêteur privé. Elle lui demande de mener des investigations pour identifier les tueurs de son mari. Avant d'accepter la mission, Jean-François Abgral se plonge dans le dossier. Je suis frappé par l'orientation qui a été prise par le juge d'instruction et les enquêteurs. L'ancien gendarme décide de se rendre au Mas de la Gasquie pour étudier les lieux. Et il conclut très vite que les tueurs sont entrés par la porte-fenêtre du salon, celle qui n'était pas verrouillée de l'intérieur. Le directeur d'enquête, dans sa lecture, va considérer qu'une porte-fenêtre fermée, elle ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Sauf qu'il n'a pas vu qu'elle avait une poignée à l'extérieur. Et c'est ça qui va, en fait, à mon avis, les désorienter. C'est-à-dire que, durant toutes les investigations, ils vont penser que personne n'a pu rentrer là. Mais alors, pourquoi les cambrioleurs auraient-ils ouvert la fenêtre de la cuisine et déplacé les pots de fleurs qui se trouvaient sur la margelle? Avant d'ouvrir la porte-fenêtre, quelqu'un a essayé de pousser une petite fenêtre, a retiré tout ce qui pouvait obstruer le passage, et puis finalement, lorsqu'il n'avait pas tout à fait fini, a sûrement entendu un de ses complices dire « laisse, c'est ouvert ». Donc ici, ils sont rentrés par une autre porte. On a un commencement d'exécution d'un côté, qui est très logique, et après, on a l'entrée dans la maison. Les cambrioleurs auraient ensuite emprunté l'escalier pour rejoindre la chambre de la victime. C'est à ce moment-là qu'un pétale de fleurs serait tombé sur une marche. Jean-François Abgral explique pourquoi ce pétale est intact. C'est plutôt la trace de quelque chose qu'on avait sous un sac et qu'on a perdu en montant l'escalier, plutôt qu'une mise en scène. Selon l'ancien gendarme, l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné est la seule qui résiste à l'étude des faits. La trace de pas et les 2 mégots retrouvés dans le jardin sont bien la preuve que quelqu'un est entré dans la propriété le soir du crime. Pour finir de démonter l'accusation, Jean-François Abgral s'attaque aux déclarations de Johan. Comment les enquêteurs ont-ils pu croire à des allégations tellement invraisemblables? Johan raconte qu'il a caché l'arme du crime. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas de résidus de tir sur les mains? Il ne dit pas qu'il s'est lavé les mains pour effacer les traces. Ça aurait pu expliquer pourquoi il n'a pas de traces. C'est ce qu'il dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Scientifiquement, on n'est pas dans le mot là, on est sur la science. Pour Jean-François Abgral, il est absolument impensable qu'Edwige Alessandri ait tiré sur son mari. Hormis ma famille, hormis mes plus proches amis, M. Abgral a été la première personne à me croire innocente. Et ça a été... je me suis dit, enfin quelqu'un qui comprend ce qui s'est passé et qui va m'aider. Et je le dis souvent, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie, Jean-François. Il m'a sauvé la vie. Le 28 août 2002, après plusieurs demandes rejetées, Edwige Alessandri obtient sa remise en liberté. J'étais accrochée au barreau et je disais « Ce soir, je dors avec mes enfants ». Ça a été la première phrase que j'ai dit « Ce soir, je dors avec mes enfants ». Et quand j'ai été libre, ça y est, on vous met à la porte, dehors. Je me suis retrouvée là sur le trottoir. Je savais pas trop ce qu'il fallait faire, mes sacs à la main. Mais dans ma tête, j'avais qu'une chose, je dors avec mes enfants ce soir. J'avais que ça en tête. Après 21 mois de détention, Edwige Alessandri a le sentiment que sa remise en liberté sous contrôle judiciaire montre que la justice commence à douter de sa culpabilité. Mais le 30 juillet 2003, elle est renvoyée dans la cour d'assises d'Avignon pour le meurtre de son mari. Après 9 heures de délibéré, Edwige Alessandri est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Elle fait immédiatement appel, mais ce verdict est confirmé à Nîmes le 21 décembre 2006. Ses avocats déposent alors un pourvoi en cassation et obtiennent la tenue d'un 3e procès. Le 9 février 2009, le 3e procès d'Edwige Alessandri s'ouvre à la cour d'assises du Rhône, à Lyon. Je suis dans un état d'esprit de me dire on va prouver mon innocence. Je ne vais pas de gaieté de cœur, hein, j'ai peur, je suis morte de trouille. La défense d'Edwige Alessandri veut démontrer aux jurés l'incohérence du scénario criminel de l'accusation. Donc c'est une dispute qui a mal tourné? Je pense qu'on oublie quand même un élément. On est le dimanche soir.
on sait qu'ils viennent de faire l'amour. On retrouve un préservatif usagé en bas du lit, avec l'ADN de monsieur et de madame. C'est pas une scène de dispute très classique. Pour ce procès de la dernière chance, Edwige Alessandri doit prouver qu'elle a bien entendu la fameuse phrase « Merde, le coup est parti ». C'est un vrai problème pour la défense d'Edwige Alessandri, évidemment, puisque si elle n'a pas pu entendre cette phrase, c'est qu'elle ment, et si elle ment là-dessus, c'est qu'elle ment sur l'intrusion extérieure. La défense appelle à la barre un spécialiste en audiologie. On va trouver, à titre privé, un expert acousticien, c'est la défense d'Edwige qui le fera, qui vient expliquer ce que c'est un coup de feu et l'impact que peut avoir ce coup de feu quand il est tiré près de vous sur votre audition. Presque comme une évidence, l'expert de la défense démontre qu'Edwige Alessandri était en capacité d'entendre. Dans la fraction de seconde où on est à 130 décibels et où le moment où le coup est tiré, évidemment qu'à ce moment-là, vous ne pouvez rien entendre. Mais dans la demi-seconde qui suit, vous recouvrez évidemment votre audition. Comme si tous les chasseurs étaient sourds, comme si tous les gendarmes étaient sourds, comme si tous les policiers qui tirent étaient sourds. Nous avons recueilli le témoignage d'Anne Marion, jurée au procès d'assises d'Edwige Alessandri. L'expertise sonore nous a prouvé que n'importe qui, ayant une audition normale, pouvait, même après une déflagration, entendre une phrase différente de celle qu'on connaît et la répéter a posteriori. Donc ça veut bien dire que elle n'a pas menti en disant qu'elle avait entendu « le coup est parti, tirons-nous ». Elle a certainement entendu cette phrase. Au 4e jour du procès, l'avocat de Johan s'étonne que l'ADN masculin retrouvé sur les 2 mégots n'ait jamais été versé au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Comment condamner Edwige Alessandri sans avoir exploité tous les indices découverts le soir du crime? Un argument qui fait mouche. C'est bâclé. C'est bâclé. C'est bâclé. Et pourquoi vouloir envoyer cette femme à tout prix en prison? Parce que c'était ça le problème, là, on en était là, quoi. Il nous manque des éléments qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas. Mais on continue le procès quand même. Le 29 février 2009, les derniers mots reviennent à l'accusée. Elle a juste dit j'aurais voulu mourir avec mon mari. Elle a dit qu'elle voulait la vérité, qu'elle aurait préféré mourir avec son mari. Bien sûr que ça touche. Bien sûr. Le dernier jour, je me dis, ils ont cru en moi, ils ont compris, ils sont certains que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Après 7 heures de délibéré, le verdict tombe. Edwige Alessandri est de nouveau reconnue coupable du meurtre de son mari et condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. C'est l'échec, c'est la vie foutue, c'est encore pareil, je repense à mes enfants, je me dis je vais pas les voir, ça va être terrible, mes parents, ma famille, enfin bon c'est... Puis quelque part on se dit ils m'ont encore pas cru quoi. C'est un effondrement, dans mon souvenir je crois que je me suis barré. Je sais que le verdict, j'ai vu ma mère et après je crois que je suis sorti et je marchais pendant un bon moment. Même si c'est déchirant et qu'on a envie de tout casser, de pleurer, qu'on a une colère incroyable, on est obligé de le vivre parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a des gendarmes qui prennent ma mère et qui l'emmènent en prison. Pour le frère de Richard Alessandri, ce verdict est une victoire. Pour nous, c'est terminé, bien sûr. Ça donne le sentiment de soulagement et qu'on va pouvoir passer à autre chose. On a gagné, on est bon, quelque part, on a fait condamner la coupable, on l'a fait condamner, et voilà, on a le sentiment du devoir accompli. Edwige Alessandri est conduite à la prison de Saint-Étienne pour purger sa peine. Mais mon coup, aujourd'hui, j'en ai une larme aux yeux, quoi. Parce que c'était injuste. Injuste. Condamner quelqu'un, enfin, c'est grave quand même, une condamnation pour meurtre. Mais, enfin, je veux dire, faut le faire avec des billes, quoi. Enfin, faut le faire avec quelque chose qui soit imparable. Mais on ne condamne pas quelqu'un à 10 ou 12 ans de prison pour un pétale de géranium. Mégare, on vient d'entendre le témoignage d'un des jurés du dernier procès d'Edwige Alessandri. On sent combien cette expérience doit être difficile. Comment sont choisis les jurés d'une cour d'assises?
Il y a un processus de tirage au sort successif et assez compliqué. Mais très schématiquement parlant, la base, c'est la liste électorale. Les jurés seront donc des citoyens français qui devront par ailleurs avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire. On procède à un premier tirage au sort de 45 personnes que l'on invite à se présenter le premier jour d'audience, en sachant que toute absence non justifiée fait encourir une peine d'amende de 3 750 €. Et le jour de l'audience, on procède à un second tirage au sort pour cette fois-ci désigner ceux qui seront effectivement les jurés. 6 en première instance et 9 si on est devant une cour d'assises d'appel. On sait que les délibérés ont duré 7 heures. Concrètement, comment ça se passe? Quel est le rôle du président de la cour d'assises pendant ce long huis clos? D'abord, le président a le rôle d'une sorte de conseiller juridique. Il va expliquer les difficultés juridiques que peut poser l'affaire. Ensuite, et au-delà de ça, comme le président de la cour d'assises est celui qui ordonne les débats, organise les tours de table, on peut imaginer que sa personnalité puisse avoir une incidence sur le cours des délibérés. Mais en pratique, c'est pas tout à fait exact. D'abord, le président a une voix équivalente à tous les autres, pas plus. Et ensuite, les jurés eux-mêmes sont en général extrêmement consciencieux, impliqués et appliqués. Quel recours existe-t-il pour Edwige Alessandri, qui se dit innocente et qui, je le rappelle, a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle lors de son 3e procès? La décision de condamnation étant devenue définitive, le seul recours qui reste, ce serait un pourvoi en révision avec cette condition de recevabilité essentielle mais extrêmement difficile à remplir. Il faut démontrer l'existence d'éléments nouveaux susceptibles de créer un doute sur la culpabilité du condamné, en l'occurrence Edwige Alessandri. Et il faut savoir qu'en pratique, la plupart des recours en révision sont malheureusement rejetés. On l'a vu, Edwige Alessandri a fait appel à un enquêteur privé, Jean-François Abgral. Quelles forces juridiques peuvent avoir les informations recueillies par un enquêteur privé? Dans notre procédure pénale, la preuve est libre, donc rien ne s'oppose en principe à embaucher un enquêteur privé pour essayer de trouver des éléments à décharge. Simplement, devant la cour d'assises, il n'aura pas d'autorité particulière et ses déclarations vaudront autant que celles d'un simple témoin. En revanche, l'intérêt, quand une personne est définitivement condamnée, comme c'est le cas pour Edwige Alessandri, ce serait que l'enquêteur privé finisse par trouver des éléments nouveaux qui pourraient venir alimenter un possible recours en révision. Et c'est en septembre 2009, coup de théâtre incroyable, que le fait nouveau tant attendu par la défense d'Edwige Alessandri est porté au dossier. Une comparaison avec le FNAEG a en effet permis de révéler l'identité du propriétaire de l'ADN masculin isolé sur les mégots retrouvés dans le jardin le soir du meurtre. Le 21 octobre 2009, l'homme au mégot est entendu par la brigade de Carpentras. Les gendarmes lui demandent pourquoi son mégot a été retrouvé au mas de la Gasquie le soir du meurtre. L'homme au mégot va venir dire qu'il n'a pas de véhicule, qu'il se déplace en autostop et que de temps en temps, ça peut lui arriver de traverser les champs pour rejoindre une route et aller plus vite. Et que sans doute, il a dû, par mégarde, déposer ce mégot juste à cet endroit-là, ce soir-là. C'est uniquement le fruit du hasard. Sous le feu des questions, l'homme finit par donner une toute autre version. Il reconnaît avoir été à la Gasquie et être resté posté derrière la haie pour observer les allées et venues de la famille Alessandri. Et il ajoute qu'il voulait voler du matériel de piscine. Et s'il voulait voler du matériel de piscine, je sais pas, des lunettes de piscine, un bonnet, un ballon, j'en sais rien. Aucun vol n'a été constaté d'ailleurs. On vient nous expliquer finalement qu'il est venu monter la garde juste en face de la façade pour aller voler peut-être un ballon ou un flotteur qui se retrouvait à la piscine un petit peu plus loin. Bon, là aussi, ça me semble être une explication fantaisiste et enfin, qui ne peut pas suffire à quelqu'un qui a un peu l'esprit critique. Au bout de 3 heures d'audition, les gendarmes relâchent l'homme au mégot. Je trouve ça scandaleux. Je veux dire, un enfant de 12 ans, on lui reproche limite d'avoir tué son père et quelqu'un qui est là, on retrouve des mégots de cigarettes dans une propriété privée immense, paumée en campagne, qui n'a rien à foutre là, au moment d'une scène de crime. Et on lui fait limite, venez boire un café, ça va, ouais, je passais par là, ok, bonne journée. Alors qu'un gamin de 12 ans qui n'a rien fait, on lamine, donc non, c'est totalement incohérent, quoi. Il va falloir attendre 8 mois pour que l'affaire connaisse un nouveau rebondissement. Le 23 juin 2010, un jeune homme de Pernes-les-Fontaines va spontanément livrer un nouveau témoignage au SRPJ de Montpellier. Il dit avoir vu un reportage sur l'affaire Alessandri en compagnie de sa mère. À la fin du documentaire, celle-ci lui aurait fait une révélation étonnante. Elle lui a dit, voilà, moi je sais qu'elle est innocente. Comment ça tu sais qu'elle est innocente? Comment est-ce que tu peux savoir ça? Ben voilà, je vais t'expliquer. Le matin des faits, à la maison, mon beau-frère est venu et il a dit qu'il avait fait le coup avec
telle et telle personne qui venait pour cambrioler, pour voler dans cette maison, que les choses avaient mal tourné et qu'ils avaient tué par accident, accidentellement, Richard Alessandri. Elle ne donne pas le nom de l'homme au mégot, par contre elle donne d'autres noms. Des noms connus des services de police pour des faits de vol commis par effraction avec violence. Les enquêteurs s'interrogent. Existe-t-il un lien entre ces individus et celui qui a fumé des cigarettes dans le jardin des Alessandri le soir des faits? Et la police judiciaire de Montpellier va procéder à des vérifications et ils vont se rendre compte qu'en réalité, ce sont des gens qui se connaissent. Soit qui ont été déjà condamnés ensemble, soit qui se fréquentaient. Fort de ces nouveaux éléments, l'avocat d'Edwige Alessandri dépose une requête en révision le 12 septembre 2012. L'objectif est double. Enquêter sur la piste de l'homme au mégot et obtenir ainsi un nouveau procès pour innocenter Edwige Alessandri. L'un ne va pas sans l'autre de toute manière. Entre les assassins de Richard et l'innocence de ma mère, c'est interdépendant. Fait rarissime, le 22 octobre 2012, la Cour de cassation estime que les nouveaux éléments sont de nature à faire naître un doute légitime sur la culpabilité d'Edwige Alessandri et accorde la requête en révision. Enfin, je suis heureuse et je me dis, ça y est, on va pouvoir reprendre l'enquête. Alors je me dis, mais ils vont y arriver. C'est un apaisement de se dire, je vais vivre, je vais pouvoir commencer à vivre. Le 29 octobre 2012, le SRPJ de Montpellier est chargé de mener l'enquête préliminaire. Jean-François Abgral, l'enquêteur privé engagé par Edwige Alessandri, va alors recevoir plusieurs coups de téléphone d'un homme affirmant savoir qui a tué Richard Alessandri. Rendez-vous est pris entre les deux hommes le 9 janvier 2013 dans un restaurant de Carpentras. Il m'explique que son métier c'est d'être seller, qu'il fait ça depuis des années, mais qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, mais qu'il sait tout. Et il m'explique qu'il a vu 4 personnages préparer l'agression du couple Alessandri. Et l'homme livre l'identité des 4 individus qui seraient impliqués dans le meurtre. Parmi eux, l'homme au mégot. Il a donné les noms de plusieurs personnes ayant participé au fait. Ce qui est intéressant, c'est que ces noms sont, pour plusieurs d'entre eux, communs avec les noms donnés avec le premier témoin. Donc ce reseller m'explique que ces gens-là sont venus sous des prétextes de travaux dans une piscine, repérer les lieux, qu'ils ont étudié les allées et venues du couple, qu'ils ont programmé leur équipe et sont passés à l'acte. Et que là, il y a eu un coup de feu accidentel du quatuor et qu'à partir de là, ils sont partis comme ça. Il précise que la petite bande avait effectué un autre saucissonnage à moins d'1 kilomètre de la Gasquie, quelques jours avant les faits. Des déclarations qui s'avèrent exactes. Très peu de temps avant nous, 10 jours avant, je crois, ou un mois avant, il y a la même chose qui s'est produite à 700 mètres à vol d'oiseau, dans la même configuration de maison. C'est un avocat, ou le fils d'un avocat, je ne sais plus qui s'est fait, mais massacré par la même équipe. Et Carpentras, les gendarmes de Carpentras ont classé ça sans suite. Et ma conviction, c'est que si en août 2000, on avait eu ne serait-ce que la moitié de ces éléments, Edwige Alessandri n'aurait jamais fait la moindre heure de garde à vue. Le 4 avril 2013, le SRPJ de Montpellier rend son rapport à la commission de révision des condamnations pénales. Le 3 juin 2013, une nouvelle information judiciaire est ouverte par la commission de révision et confiée à une juge d'instruction d'Avignon. Immédiatement, cette magistrate prend une décision étonnante. Elle décide de co-saisir la police judiciaire d'Avignon et la brigade de recherche de Carpentras. L'enquête, lorsque ça a été Montpellier qui s'en est chargé, c'était plein d'espoir pour nous. Et j'ai eu le sentiment que par corporatisme, encore une fois, on redonnait le bébé aux gens qui avaient mis ma mère en prison et que ça n'allait pas avancer. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est le cas. Pour l'avocat d'Edwige Alessandri, les gendarmes de Carpentras ne peuvent mener à bien ces nouvelles investigations, car ce sont eux qui ont mené l'enquête depuis le début de l'affaire. On ne veut pas que ça aboutisse. On ne veut pas que l'enquête aboutisse. L'homme au mégot et ses potentiels complices sont placés en garde à vue, sans qu'aucun élément nouveau ne sorte des interrogatoires. C'est une garde à vue comme les gardés à vue, on rêve tous. Hein. C'est 3 questions et au revoir monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé. C'est pas vous, hein. Vous y étiez pas. Non, bon, ok, c'est ce qu'on voulait savoir. Au revoir.
Donc c'est vrai que c'est des gardes à vue qui sont un peu tranquilles pour certains. Au terme de l'information, les enquêteurs de la brigade de recherche de Carpentras estiment que les investigations menées n'ont pas permis d'identifier quiconque, hormis Edwige Alessandri, comme pouvant être l'auteur du meurtre. Jusqu'à ce jour, ni l'homme au mégot, ni ses potentiels complices n'ont été mis en cause. Jean-Marc, le 20 avril 2018, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Les avocats des enfants d'Edwige Alessandri ont immédiatement fait appel de cette décision. Mais en attendant, plus aucune investigation n'est menée. Cela paraît aberrant au vu des derniers rebondissements de cette affaire. Hélas, c'est facile à comprendre. Dans un premier temps, les investigations menées par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier ont permis de recueillir des éléments qui allaient à l'encontre de l'enquête initialement menée par les gendarmes. Or, en juin 2013, le juge d'instruction réintègre ces mêmes gendarmes dans le dossier, ce qui bien évidemment paralyse cette nouvelle dynamique qui menait clairement et directement à l'homme au mégot et à ses complices. Pour que la révision soit acceptée, il faut qu'il existe un doute sérieux quant à la culpabilité d'Edwige Alessandri. Or, ce doute, c'est indéniable, Jean-Marc, existe depuis le jour où l'homme au mégot a été identifié. Comment se fait-il que cela ne profite pas à Edwige Alessandri ? Effectivement, en théorie, l'apparition d'un élément nouveau qui fait naître un doute sérieux suffit. Mais en réalité, il en va autrement. Pour qu'un procès en révision ait lieu, il faut que la justice soit convaincue d'avoir identifié un nouveau et vrai coupable, ce qui de fait innocente celui ou celle qui a été précédemment condamné. Dans notre affaire, Arnaud, je souhaite profondément et sincèrement que l'appel formulé par les enfants de Madame Alessandri contre cette ordonnance de non-lieu puisse aboutir. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est vraiment une reprise de l'enquête, une reprise efficace et rapide. S'il y a eu cette demande de révision qui a été acceptée, c'est qu'il y a, pour la justice aujourd'hui, trop de doutes pour que le dossier reste en l'état. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve les assassins. Enfin, on est proche du but, on a quand même une certaine connaissance de ces gens-là, mais ce que je veux, c'est pas par esprit de revanche, c'est par esprit d'apaisement. On peut pas réellement faire un deuil, passer vraiment tourner la page parce que le chapitre est pas fini d'écrire, quoi. Oui, si je me bats aujourd'hui, qu'on se bat tous les trois, et puis c'est pour ça. Un combat judiciaire qu'Edwige Alessandri mène depuis 18 ans et qui force l'admiration de ses deux fils. Je suis très fier de ma mère, je pense qu'elle a su résister à des épreuves qui me semblent parfois incommensurables et énormes. Je sais même pas si moi j'aurais pu faire preuve d'autant de pugnacité, quoi. Nous, on l'a vécu de l'extérieur, elle l'a vécu de l'intérieur d'une prison, dans des conditions horribles. Je veux dire, je serais incapable de faire ce qu'elle a fait, quoi. Je gagnerai ce combat, je gagnerai. Attendez, j'ai toujours dit, je mourrai innocente, même si au dernier souffle, je serai innocente. Cela fera bientôt 20 ans que Richard Alessandri a été abattu dans son sommeil. Son meurtre a été pour toute sa famille le début d'un très long cauchemar. Accusé du crime, condamné et incarcéré pendant près de 4 ans et demi, son épouse, Edwige Alessandri, a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui, elle pourrait faire le choix de tenter d'oublier, mais soutenue par ses deux fils, Brice et Johan, elle est bien décidée à faire éclater la vérité.